Chers auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur Equinox 106 FM dans l'émission Un Nouveau Monde. Comme la semaine passée, nous nous intéressons aujourd'hui à la communication non violente avec Sophie Grosjean. Bonjour Sophie. Bonjour Franck. Merci d'être venue de nouveau une deuxième fois dans notre émission pour parler de la communication non violente. Avec plaisir. Donc nous allons suivre nous allons reprendre ce que nous avions dit la semaine passée, un petit résumé, et continuer. Je dis d'abord bonjour également à Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Tout va bien? Bonjour. Dans le meilleur des mondes? Dans le meilleur des mondes, oui. Ok, c'est magnifique. Donc, on redémarre notre émission de la semaine passée. En tout cas, on la continue sur la communication non violente. De quoi avons-nous parlé la semaine passée qui est important pour cette semaine-ci à retenir? Alors oui, si je fais un petit résumé de ce que j'ai dit la semaine dernière, donc la communication non violente, donc c'est un processus qui a pour objectif, pour intention, d'améliorer la qualité de connexion, de relation entre les êtres humains. Donc d'abord la qualité de connexion à soi-même, qui est un préalable indispensable à une qualité de relation et de connexion à l'autre, à l'interlocuteur. Alors, ce que j'ai dit aussi d'important, c'est que ce n'est pas une technique de communication, c'est vraiment une manière d'être, c'est acquérir, développer, intégrer une manière, une sorte d'art de vivre, j'ai même envie de dire un art d'être en vie, puisqu'il s'agit non pas d'écouter et de se connecter à ce que je pense ou à ce que l'autre pense, mais à ce que je vis, c'est-à-dire à mes émotions et à mes aspirations. Alors, pour rappel, il y a 4 grandes familles d'émotions. Il y a la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et il y a beaucoup de mots pour exprimer ces 4 émotions. Parce qu'il y a une gradation. La peur, par exemple, je peux être un peu inquiet ou terrorisé. Donc, il y a toute une gradation et tout un éventail de mots. Et c'est comme ça pour chacune des émotions. Donc, déjà, une première chose, c'est qu'on peut aussi, on va apprendre à développer notre vocabulaire pour exprimer vraiment le plus justement possible ce que nous ressentons. Les besoins, en fait, c'est le cœur du processus que Marshall Rosenberg a développé, qui est donc la communication non violente. Et la notion de besoin est quelque chose qui relie, qui est commun à tous les êtres humains, quel que soit leur âge, leur culture, leur appartenance sociale, leur religion, etc. Nous partageons tous les mêmes besoins. Quelques exemples, la reconnaissance, l'acceptation, l'épanouissement, le sens, etc., etc. Il y a des listes disponibles pour ceux que ça intéresse. Alors, ce qui est plus compliqué en fait à comprendre et surtout à intégrer, c'est que ce qui est important, c'est que de ne pas mêler son besoin à une personne spécifique. Par exemple, dire j'ai besoin de reconnaissance de mon patron, parce que ça c'est très limitatif, très enfermant et donc très source de difficultés, de souffrance, de tension. De ne pas non plus mêler mon besoin à une action ou à un objet. Je n'ai pas besoin d'un GSM, même si, ma foi, on dirait parfois qu'ils sont greffés à certains d'entre nous. Mais le GSM en lui-même n'est pas un besoin, mais il contribue à nourrir toute une série de besoins. Que dire encore d'important ? Oui, donc je vais me relier vraiment à ce qui se vit chez l'autre, à ce qui se vit chez moi. Le but étant vraiment de construire des relations qui suscitent plutôt la collaboration, la motivation, la créativité et le plaisir d'être ensemble que les tensions, les problèmes. On est à la recherche de solutions ensemble plutôt que de mettre le focus sur les problèmes. Alors la communication n'implique pas spécialement qu'il y ait de la parole? Non. C'est-à-dire que je peux, effectivement, les mots sont seulement 7%, c'est surtout, quand vous dites, il n'y a pas besoin de parole, c'est surtout que je communique déjà même sans parler. Donc l'énergie qui émane de moi, mon non-verbal, si je fronce les sourcils ou pas, tout ce que d'ailleurs les animaux ont à leur disposition, montrer les dents, hérisser le poil, tout ça, on ne sait peut-être pas vraiment hérisser nos poils, mais il y a tout un tas de choses qui sont perceptibles, même par les humains et qui ne se disent pas. Est-ce qu'un enfant, d'ailleurs, va mieux comprendre que les paroles? En fait, l'enfant sera plus sensible à toute la gestuelle autour, probablement. Il sera très et justement, réceptif. cette vibration, comme vous dites, qu'on émane. Oui, tout à fait. Les enfants plus ils sont petits, plus ils sont sensibles à ça. D'ailleurs, j'ai fait une expérience, moi, avec mon fils. Il était déjà plus grand, il avait 6 ans. Et un jour, je suis venue dans sa chambre et je lui demandais, en utilisant les bons mots, ma grammaire était parfaite par rapport... J'étais au début de mon apprentissage en communication non violente.
violente. Et j'avais vraiment les bons mots que j'avais appris en formation. Et en fait, mon intention, l'énergie qui m'habitait, c'était pas du tout, j'étais pas prête à m'ouvrir à ce qu'il vivait, à sa réalité et à discuter avec lui, à consacrer un peu de temps au dialogue et à la relation. J'avais juste vraiment envie qu'il me fiche la paix là et qu'il cesse de m'appeler parce qu'en fait il ne s'endormait pas. Et quand je lui ai dit est-ce que tu serais d'accord maintenant de ne plus m'appeler, il m'a dit mais maman, est-ce que c'est une demande ou une exigence? Et alors ça peut paraître un peu amusant. Je lui avais expliqué la différence entre une demande et une exigence et je vais l'expliquer dans quelques minutes. Mais il me posait plus la question comme il avait l'habitude de le faire par jeu pendant tout un temps. Il me le demandait que ces soirs-là où je lui demandais de ne plus m'appeler. Et il m'a fallu plus d'un an, Franck, pour me rendre compte qu'en fait mes mots étaient justes, mais mon intention ne l'était pas. C'est-à-dire que je faisais semblant, sauf que je n'en étais pas consciente, mais lui percevait que il y avait une distorsion entre ce que je disais, qui avait l'air d'être une vraie demande, est-ce que tu serais d'accord d'eux, et l'énergie qui émanait de moi, qui était maintenant fiche-moi la paix parce que je supporte plus que tu m'appelles. Et donc, il avait capté l'énergie. Il avait capté l'énergie. Et donc il était réellement dans la confusion, d'où sa question, mais maman, est-ce que c'est une demande ou une exigence? Alors peut-être c'est l'occasion pour moi d'expliquer, parce que la semaine dernière je n'ai pas eu le temps par contre d'aborder cette étape-là. Donc la communication non violente est un processus en 4 étapes. D'abord on essaye de transformer nos jugements, nos pensées en faits observables. Donc je ne m'étendrai pas trop là-dessus aujourd'hui, mais d'essayer de décrire les faits et les choses que l'on voit comme une caméra vidéo. Donc c'est un travail sur soi-même, on est bien d'accord. Oui, déjà c'est un premier pas. Ensuite exprimer nos émotions, exprimer dans la foulée les besoins qui engendrent nos émotions, puisque ce sont nos besoins, nos aspirations, satisfaites ou non, qui sont à la cause des émotions que nous ressentons. Et la 4e étape, c'est la demande. Alors, généralement, je vais privilégier les demandes de connexion, et j'avais dit la semaine dernière, je vais par exemple demander à la personne, mais qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Ça, c'est une demande de connexion. Et je vais privilégier ça avant de passer aux demandes de solution. Une solution, ce serait par exemple, est-ce que tu serais d'accord de ranger ta chambre? Ça, c'est une demande de solution. Alors, la caractéristique grammaticale d'une demande, c'est qu'elle se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une question. Donc, si la tendance ou l'envie est là de dire « range ta chambre tout de suite, sinon ça va aller mal pour toi », je suis clairement pas dans une demande, je suis dans une exigence. Alors, c'est pas trop grave d'être dans l'exigence, sauf que si ça se répète trop souvent ou si, voilà, il y a en tout cas ce que j'appelle moi une facture qui peut partir dans l'univers. Alors, ça veut dire quoi une facture qui part dans l'univers? Ça veut dire que ça a un coût d'être dans l'exigence, souvent. Je vais donner un exemple. Alors, sous la pression, quand j'exige, je mets la personne sous pression, quelque part. Et sous la pression, la plupart d'entre nous, nous avons 2 options à notre disposition. Soit c'est résister, se rebeller, soit c'est se soumettre, par peur de la sanction. Dans le cas de la rébellion, c'est simple, en fait, et c'est ce qui arrive souvent, notamment avec les adolescents. Un adolescent, si vous lui dites, tu ranges ta chambre, sinon tu ne sors pas ce soir ou t'es puni pendant les 2 semaines qui viennent, la réaction habituelle, c'est la rébellion. Donc ça va être une porte qui claque dans le meilleur des cas et ça peut être accompagné de mots plutôt désagréables à entendre. Ça c'est le coût. Il y aura un coût relationnel mais c'est clair, c'est celui qui a mis la pression qui reçoit la facture. Okay. Dans le cas de la soumission, c'est plus subtil et c'est ce qui arrive notamment avec les petits enfants qui vont à l'école. Et je prends ce cas-là parce que c'est assez simple à expliquer. Un tout petit enfant de 5-6 ans qui va à l'école primaire, on lui demande entre 8h15 et 10h à peu près de rester assis sur sa chaise sans bouger et en silence. Et pour ces petits êtres pleins de vie, pleins d'énergie, qui ont envie de bouger, de dire des tas de choses à leurs copains et leurs copines, c'est vraiment, quelque part, c'est très très dur de rester assis en silence. Donc ils mettent ce que j'appelle le couvercle sur cet élan de bouger, de s'exprimer, etc. Et puis à 10h, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe, c'est qu'on sonne la récréation. Et on lâche dans la cour de récréation ce que j'appelle moi des cocottes minutes. Alors en fonction de la taille de l'école, il y en a 50, 100 ou 200 mini-cocottes minutes qui vont être lâchées dans la cour. Alors une cocotte minute, vous savez, ça fonctionne, il y a une soupape de sécurité pour éviter que ça n'explose. Et chez les enfants, comme chez les adultes d'ailleurs, mais chez les enfants, ces enfants-là, à 10h, il y a toute une série, heureusement, d'enfants dont la soupape de sécurité fonctionne très bien. Ceux-là vont crier, courir, jouer au ballon, ils vont faire sortir la pression d'une manière saine. Mais il y a une série d'enfants pour lesquels la soupape de sécurité est dysfonctionnelle.
Pourquoi ? Soit parce que leur seuil de tolérance est moins important, moins élevé que d'autres, soit parce qu'ils sont déjà sous pression en dehors de l'école, à la maison, parce que l'environnement familial est difficile, ou bien quelqu'un est très malade, ou peu importe les raisons. Ceux-là le risque, c'est qu'ils explosent. Alors, la cocotte minute va exploser sur quelqu'un d'autre, donc c'est quelqu'un d'autre, ça veut dire que quelqu'un d'autre va recevoir la facture. J'envoie la facture à quelqu'un d'autre qui n'est pas l'institutrice qui a mis la pression pendant la matinée en demandant le silence et de ne pas bouger, mais le plus souvent ça va être un autre enfant qui va se prendre soit une insulte dans le meilleur des cas, soit un coup de poing sur le nez ou un coup de pied dans le tibia, ce genre de joyeuseté qu'on rencontre dans les cours de récréation. Puis il y a des enfants qui vont craquer à 10h, il y en a qui vont craquer à midi, il y en a qui vont tenir jusqu'à 4h. Et là, c'est pas un enfant dans la cour de récréation qui va ramasser la facture, ça va être soit le parent qui récupère l'enfant à la sortie de l'école, soit le petit frère ou la petite sœur qu'on va embêter d'une façon ou d'une autre, soit le chien. Alors je dis exprès en boutade, pas les chats, parce que les chats justement sont très sensibles à ces énergies qui émanent des gens et ils vont se planquer. Et un chien, c'est tellement en quête de reconnaissance et de caresses, etc., qu'il va rester dans les pieds et c'est lui qui va se prendre finalement souvent la facture aussi. Et nous avons tous connu ça, Franck. Je suppose que vous, Christophe aussi, une mauvaise journée, beaucoup de pression, des bouchons sur la route, un patron, des clients difficiles, etc. On rentre à la maison, qui ramasse la facture ? Généralement, c'est le conjoint, ou les enfants, ou le chien, de nouveau, qui est dans les pieds, qui traîne. Mais il y a quelqu'un qui paye. Ça, c'est la deuxième manière d'envoyer la facture. Donc, première manière, la rébellion. Celui qui a mis la pression reçoit la facture. Deuxième manière, la soumission par peur de la sanction. Et là, soit j'explose sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec la pression qui a été mise. Soit, troisième manière d'envoyer la facture, je ne vais pas l'envoyer à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas exploser sur quelqu'un. Je vais imploser et m'envoyer la facture à moi-même. Et ça, c'est pas mieux, en fait. Alors, moi, par exemple, ma première implosion, c'est ma nuque qui se bloque. Quand je m'énerve, j'ai d'abord la nuque qui se bloque, puis je peux avoir un bouton de fièvre, ou bien pire. Et moi, j'ai testé tout pour nos auditeurs et pour mes participants au stage. J'ai même testé le burn-out. Je ne me suis pas écoutée assez et j'ai été trop loin. Et à un moment donné, la pression était trop forte et mon organisme a lâché. On va faire une première pause musicale et on va revenir après sur ce dont on parle pour l'instant. Christophe, je vous laisse choisir ce que vous avez envie. Vous êtes le maestro. Allons-y gaiement, faites votre choix. Christophe, merci pour ce choix, c'était très chouette. Donc, nous sommes toujours dans notre émission Un nouveau monde et nous parlons de la communication non violente avec Sophie Grosjean. Et Sophie nous parlait du burn-out. C'est quelque chose que pas mal de gens, malheureusement, connaissent. Vous allez nous expliquer votre burn-out à vous, le vôtre. Comment ça s'est passé ? Oui, alors en fait, j'ai envie de remonter à la source, mais j'ai mis des années avant de comprendre ça. Quand j'étais petite fille à l'école, en fait, je me souviens que quand j'avais 10 sur 10, je recevais 10 francs. Et quand j'avais 9 sur 10, je recevais rien du tout. Ah, oula. Alors à l'époque, ça m'a pas choqué plus que ça, mais c'est avec le temps, en fait, vers l'âge de 35 ans, je me suis rendu compte que j'étais devenue une adulte un peu suradaptée comme ça, ou pour me voir comme une personne de valeur, comme les seules fois où je recevais de la reconnaissance en étant enfant, c'est quand j'étais vraiment au top du top, j'avais intégré quelque part inconsciemment que pour être une personne de valeur, pour me voir moi-même comme une personne de valeur, je devais être la meilleure, voire meilleure que meilleure. Et donc j'étais devenue une adulte qui devait faire tout était démesuré dans ce que j'entreprenais en fait. Si j'organisais une conférence et qu'il y avait moins de 800 ou 900 personnes, pour moi c'était nul. Alors j'étais hyper exigeante envers moi-même, donc aussi hyper exigeante envers les autres, et je me mettais sous pression tout le temps. Et c'est vrai, je faisais des choses de grande qualité, des grands projets, etc. Mais j'ai payé cher ça en fait, parce que j'ai découvert nos organismes sont très très résistants. C'est pas à 20 ans ou 30 ans qu'on fait un burn-out, c'est souvent entre 40 et 50 ans. Ça veut dire que, et toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui ont un parcours assez similaire dans le sens où elles se sont mis cette pression, elles n'ont pas été à l'écoute d'elles-mêmes suffisamment, elles n'ont pas maintenu cet équilibre dont je parlais la semaine dernière entre ce que je donne à l'extérieur de moi et ce que je me donne à moi, de ce qui me fait du bien. Mais ça a duré 25, 30 ans. Donc nos organismes sont très résistants, mais un jour, tôt ou tard, l'organisme lâche.
Et c'est l'implosion dont je parlais tout à l'heure. Alors ce burn-out, c'est bien simple. Moi, je me compare toujours quand je suis en action, comme ça, dans mes projets. Je ressemble un peu, j'ai l'impression que l'énergie qui m'habite, c'est comme un moteur, un réacteur d'avion lancé à pleine puissance. Donc ça déménage, c'est impressionnant. Mais quand ça s'arrête, et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, ça s'arrête tout d'un coup comme ça, pouf. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'avant, il y avait vraiment comme une fusée dans l'air et puis il n'y a plus rien. L'arrivée d'essence, stop, le moteur se coupe et puis... Tout s'arrête. Et donc, quand je disais, et c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, ça profite aux autres, c'est que là, en fait, après, pendant 6 mois entiers, j'étais out. Je n'étais plus capable même d'aller arroser mes fleurs. En fait, même ça, c'était trop. Et donc, c'était pas un cadeau pour mes proches, en fait, parce que à ce moment-là, j'étais plus disponible pour eux non plus. Bon, ils ont survécu, ils se sont adaptés et ils ont été dans beaucoup de compréhension, beaucoup de soutien vis-à-vis de moi. C'est juste que je voudrais éviter, en fait, aux personnes à qui que ce soit d'en arriver là, parce que ça n'a pas de sens, en fait. Il y a tellement d'outils de nos jours et de possibilités, et la communication non violente en fait partie, pour se prémunir, pour prévenir ça, que c'est vraiment dommage d'aller jusque-là et d'aller au casse-pipe, comme je dis, alors qu'on peut juste, par des petits actes quotidiens, concrets, petit à petit, pouvoir juste prendre un temps pour soi, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce que prendre des rendez-vous avec soi dans l'agenda, se donner de la reconnaissance, peut-être parfois relativiser. Moi, j'ai appris à relativiser. Aujourd'hui, maintenant, il y a des fois, je me dis, ça, je dois absolument faire aujourd'hui. Puis je me dis, est-ce que vraiment c'est indispensable? Parce que je sens, il y a une part de moi qui dit, oui, mais bon, moi là, je suis claquée ou j'ai pas du tout envie de faire ça. Alors, c'est pas que je suis devenue négligente, du tout. Je suis restée quelqu'un qui aime la qualité. C'est vraiment une aspiration, c'est un besoin humain aussi, la qualité, le respect des engagements, etc. Et en même temps, je me donne plus de liberté, plus de souplesse. Et donc, je m'en porte beaucoup mieux et mes proches aussi. Mmh. Ah oui, c'est pas évident. Mais tout ça, ça se retrouve, c'est la communication non violente. Tout ça, ça fait partie de la technique, on va dire, de la communication non violente. Oui, de cette manière d'être. Alors, peut-être je voudrais rebondir parce que nos auditeurs pourraient croire, mais c'est tout doux. Il y a jamais de pression. Alors, c'est pas vrai. J'aime bien être réaliste aussi. Dans le monde dans lequel on vit, il y a de la pression. Et c'est pour ça, à mes yeux, que c'est tellement important d'essayer de ne pas s'en rajouter une couche quand on peut l'éviter. Ce n'est pas les bisounours, en fait. Non, c'est pas les bisounours. Et j'aime bien que vous parliez de ça parce que, notamment dans le monde de l'entreprise, c'est une remarque qu'on me fait souvent. C'est oui, mais écoutez, madame, c'est bien votre truc, mais c'est le monde des bisounours dans une entreprise. Il faut être fort, il faut de la force et sinon, on ne tient pas. Et pour moi, il y a une grande confusion, en fait, dans la tête de pas mal de gens. Et c'était mon cas avant, c'est de confondre force et violence. Et pour moi, ce qui se passe dans les entreprises, et même à l'extérieur, mais notamment dans pas mal d'organisations, c'est qu'il y a beaucoup de violence, parce que beaucoup de pression. Et que la communication non violente, c'est pas être tout mielleux et accepter tout et n'importe quoi. Et déjà, il y a un cadre où on utilise la force toujours. C'est l'usage protecteur de la force au service de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la sécurité, l'intégrité physique de quelqu'un est en danger, on utilise la force, on ne discute pas à ce moment-là. S'il y a un petit enfant qui s'apprête à mettre ses doigts dans une prise de courant, on va pas commencer à discuter. S'il y a le feu, on va pas commencer à discuter. S'il y a 2 personnes qui s'empoignent, on va pas discuter, on les sépare d'abord. C'est l'usage protecteur de la force. Et c'est pas l'usage punitif de la force. On met les gens en prison, c'est pas pour les punir, en fait, contrairement à pas mal d'idées reçues, c'est pour protéger le reste de la population, voire parfois pour protéger les personnes elles-mêmes. Quand on met quelqu'un dans un asile psychiatrique, c'est pas pour le punir, c'est pour le protéger contre lui-même. Et donc, l'objectif, c'est pas de punir, c'est de protéger. Alors, une autre forme de force, même si j'aime moi, mais la communication non violente permet aussi de s'affirmer, en fait. Donc c'est pas d'imposer ses solutions, mais en tout cas de mettre ses limites. Et les limites, c'est quoi? Que ce soit dans le cadre de l'éducation des enfants, des adolescents, ou même dans les relations en général, mettre ses limites, ça nécessite d'être à l'écoute de soi. Mes limites, en fait, c'est mes seuils de tolérance, c'est-à-dire ce sont mes besoins. Jusqu'où est-ce que c'est juste pour moi? Jusqu'où est-ce que je me respecte?
J'ai beaucoup de personnes qui viennent me trouver, et ça me touche parce qu'en fait, ça m'est arrivé aussi, qui me disent, oui, mon entourage ne me respecte pas, mon mari, mes enfants, et alors il y a de la colère, il y a vraiment un sentiment d'injustice et de colère parce que la personne exige du respect, et souvent, ce qui se passe, c'est que la personne ne se respecte pas parce qu'elle dit oui à tout, elle accepte des choses qui sont pas acceptables pour elle. Et mes limites ne sont pas vos limites et ne sont pas les limites de nos voisins. On a tous des seuils de tolérance différents de nouveau parce que nous avons un vécu, une sensibilité différente. Et mettre mes limites, pour moi, c'est super important, c'est-à-dire de m'écouter, et je vais mettre ma limite non pas en imposant ma solution à l'autre et en lui disant bah maintenant va te faire voir, c'est comme ça et pas autrement, non, c'est de lui partager ce que je vis. Par exemple, je peux dire, et moi c'est mon cas à la maison, de dire à mon fils, voilà, écoute, là ça fait 3 heures que tu joues à l'ordinateur pendant que moi je m'échine à tailler la haie, par exemple, et à tondre la pelouse. Eh bien, et tu n'as, de cette semaine, tu n'as encore rien fait pour contribuer à notre vie en communauté ici à la maison. Eh bien, pour moi, ça c'est pas tolérable. En fait, je suis très frustrée, et parce que j'aspire à ce qu'il y ait de l'équilibre dans l'apport de chacun ici, à de la collaboration, à de la coopération, à du soutien. Et puis je vais voir ce que ça lui fait quand je lui dis ça, je vais lui demander. Et puis on va ouvrir une discussion. Alors il n'y a pas une recette, hein. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, quelle solution on va trouver, mais en tout cas, je ne vais pas accepter que moi je fasse tout et lui rien. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va arrêter de jouer, mais ce qui est sûr, c'est que moi je ne vais pas continuer. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je ne continue pas à lui rendre service indéfiniment, donc à faire sa lessive, à faire ses repas, à le conduire aux activités, etc., si lui ne contribue pas. Sans compensation. Oui, mais c'est pas punitif. D'accord. C'est juste, c'est ma limite, et c'est une manière pour moi de me dire, mais je ne me respecte pas, donc c'est pas un cadeau, parce que si je le fais quand même, à un moment donné, je vais lui faire payer, je vais lui envoyer cette facture dont je parlais tout à l'heure. Alors, vous avez parlé de s'affirmer sans force, de se faire respecter sans force. Est-ce que vous pouvez donner quelques informations? On fera d'abord une pause musicale. Vous pouvez en parler? Oui. Ok. Donc, Christophe, vous me remettez ce qui vous passe par la tête, ce qui vous plaît. Et après ça, on revient donc dans notre émission avec la communication non violente et comment faire pour s'affirmer sans que ce soit sans forcer, sans violence vis-à-vis de l'autre. Christophe, maestro, à vous. Superbe musique, très agréable. On revient donc à ce que nous disions, c'était comment peut-on s'affirmer, comment peut-on se faire respecter sans violence à l'autre et en n'acceptant plus la violence à soi-même, parce que ne pas se faire respecter, c'est se laisser aller à la violence sur soi. Comment peut-on faire? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a un moyen ou plusieurs moyens pour éviter ça? Eh bien, ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure et que je n'ai pas terminé. En fait, il y a une différence entre la force et la violence. Et effectivement, en communication non violente, donc, mais bon, je ne sais pas tout développer ici, mais apprendre à se connecter à ses sentiments et surtout à ses besoins, à ses aspirations, me permet alors d'exprimer ça après à mon interlocuteur. Et je vais l'exprimer avec beaucoup de bienveillance. Je ne suis pas obligée de l'engueuler pour ça. Je vais juste dire, écoute, moi, j'aspire vraiment à de la considération, j'aspire vraiment à de la confiance. Pour moi, c'est quelque chose de super important. On va en parler entre nous, hein, l'interlocuteur et moi. Et ça demande beaucoup de force, en fait, de pouvoir faire ça. C'est là qu'il y a cette confusion entre force et violence. Parce qu'en fait, être violent, c'est très facile. Moi, je trouve que c'est pas très compliqué. C'est à portée de tout le monde. Les petits-enfants nous montrent ça. À 2 ans, je peux déjà prendre ma pelle et taper sur la tête de mon voisin ou mon petit seau sur la plage et lui enfoncer le râteau dans le crâne. Il n'y a pas de souci. Et à tout âge, on peut être violent, hurler, taper. C'est facile. Par contre, faire ce travail de m'arrêter quand je sens que je m'énerve ou que j'ai un jugement qui vient, d'aller m'écouter, de passer cette barrière qui souvent existe puisque nous avons appris à nous couper de nos émotions parce que la plupart d'entre elles sont socialement inacceptables. Donc déjà de me reconnecter à mes émotions, d'aller voir quel est le besoin qui engendre mon émotion. Ça, c'est déjà un premier travail qui demande beaucoup de force, beaucoup de confiance en soi et de prendre ce temps-là. Et puis,
exprimer ça à mon interlocuteur, mais ça demande encore plus de force, parce que souvent j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais me montrer vulnérable, et il y a une confusion aussi entre vulnérabilité et faiblesse. Or, c'est une force d'oser se montrer vulnérable, d'oser dire, écoute, moi là, je suis vraiment triste parce que j'avais besoin de confiance, ou besoin de tendresse, même que sais-je, moi, en fonction des situations. J'ose le dire, donc j'ose aussi affronter la réaction de mon interlocuteur. Qu'est-ce qui m'empêche généralement de m'exprimer? C'est que j'ai peur de la réaction. Soit je me dis, il va en profiter pour entrer dans la brèche et il va me démolir. Soit il va hurler et je vais pas arriver à gérer. Ok, mais il y a des peurs. Et c'est d'oser affronter ces peurs-là. Donc ça demande beaucoup de force, dans le sens beaucoup de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre. Et puis tout ça, donc d'être bien campé sur mes deux pieds, d'affirmer ce que je vis et ce que je ressens, tout en restant, et ça demande encore plus de force, tout en restant dans l'ouverture et la bienveillance vis-à-vis de l'autre et de sa réaction. Et d'arriver à rester connecté alors à ce que lui vit, au-delà des mots parfois très inconfortables, voire très inaudibles qu'il va prononcer. Et donc pour moi, ça demande une force colossale qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout la violence qu'on prône la plupart du temps et qu'on confond avec de la force. C'est de cette force-là, moi, dont je parle. Et donc, voilà. Et si je suis bien alignée, bien campée sur mes deux pieds, en lien avec mes émotions et mes besoins, alors je vais poser des actes qui sont cohérents par rapport à ce qui est juste pour moi, qui sont respectueux de moi. C'est pas contre l'autre, c'est juste respectueux de moi. Ça implique que je sois d'abord en paix avec moi-même aussi. Oui, ou en tout cas à l'écoute de moi, et tout en restant dans l'ouverture par rapport à la réaction de l'autre. Parce que le piège alors aussi, c'est imaginons, je vais me dire, voilà, maintenant à partir d'aujourd'hui, moi, par exemple, je ne sais pas moi, je ne vais plus faire tous les repas. Je vais demander à mes enfants de contribuer. Imaginons j'ai 3 enfants, et bien je vais leur demander au moins 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine de faire les repas. Voilà. Et puis, voilà que les enfants rechignent à le faire, ou bien ils n'y arrivent pas. Ou le piège, c'est de retomber dans ce que je faisais avant, de recommencer à faire les repas moi-même tous. Alors je vais les faire avec ressentiment, je vais de nouveau m'épuiser, etc. Mais pour préserver l'équilibre du système et éviter la confrontation, je reviens. Mais là, je ne suis pas juste avec moi. Je suis pas alignée, je me suis quittée en cours de route. Vous voyez, il y a une chanson de Zazie d'ailleurs qui parle de ça et qui dit « Je me lâche la main ». Et l'idée, c'est ça, j'aime bien cette chanson, c'est de rester en lien avec soi, en fait. De ne pas se lâcher en cours de route, de continuer à se respecter sans que ce ne soit agressif vis-à-vis de l'autre. C'est pas contre l'autre, en fait. Moi, maintenant, il m'arrive, par exemple, de dire, j'ai dit à mon fils, voilà, il y a des moments où je suis disposée à te conduire à tes activités, mais en même temps, j'aimerais que tu me préviennes un minimum de temps à l'avance. C'est pas 2 semaines, hein, ça peut être 24 heures ou parfois même moins. Mais si 10 minutes avant un rendez-vous, il me dit, ah, maman, il faut me conduire. Ben, moi, dans ces conditions-là, c'est clair et c'est pas contre lui et je suis pas fâchée, mais je ne le conduis pas. Et donc, il y a quelque chose aussi qui est beaucoup plus recevable. Moi, j'observe ça, c'est beaucoup plus recevable pour mon interlocuteur. Si je suis juste dans la confiance que c'est comme ça, c'est ma limite. Mais bon, c'est à vivre, hein, c'est difficile de l'expliquer. Dans ce cas précis, justement, de l'enfant qui demande à sa mère de le conduire 10 minutes avant et que vous lui dites non, on est toujours dans la communication non violente ou oui, autre chose? Pour moi, oui, tout à fait. Il me fait une demande, c'est pas une exigence. Okay. Alors après, s'il tempête, qu'il s'énerve, oui, mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai entendu une demande et pour moi, il y a plein de raisons. Si je suis disponible et disposée à le faire, je le ferai. Et en même temps, vous voyez, si c'est une fois, exceptionnellement, il n'y a pas de souci, mais si c'est quasi permanent, que c'est 10 minutes avant, ça devient alors quelque chose... C'est moi qui permets que l'autre ne me respecte pas, vous voyez. Si je suis une personne on peut me décrocher comme ça du porte-manteau à tout moment pour n'importe quoi, c'est mon problème, hein, si je suis décrochable. Moi, je dis souvent aussi aux personnes, imaginons, vous avez le choix, vous avez un service à demander, et vous savez que si vous demandez à Christophe, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il vous dise non. Si vous me le demandez à moi, il y a 9 chances sur 10 pour que je vous dise oui. Vous allez demander à qui d'abord? Oui, c'est humain. Je vais pas me compliquer la vie, donc je vais d'abord aller demander à la personne qui a tendance à dire oui. Si après, au bout de 95 oui, cette personne-là me dit oui, mais j'en ai marre, hein, c'est toujours à moi qu'on demande, on ne me respecte pas ici. Mais moi, mon intention, c'est pas de pas respecter la personne. Je lui demande, elle me dit oui, c'est sa responsabilité à elle de dire oui. Donc, nous sommes responsables des limites que nous mettons et de la satisfaction de ce besoin de respect aussi. Moi, j'aime bien me poser la question, si l'autre ne me respecte pas, pourquoi?
est-ce que moi, je me respecte ? Est-ce que moi, je mets des limites ? Est-ce que moi, je m'octroie des temps de repos, des temps de détente, un équilibre, etc. Souvent, la réponse est non. Cette communication non violente est à géométrie variable suivant la personne qu'on a devant soi, évidemment. Que voulez-vous dire par là ? Je veux dire, c'est évolutif, ça dépend, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas une méthode figée, ça dépend de la personne. C'est une méthode, c'est la vie. Il y a une partie pas de spiritualité, de psychologie qui rentre en ligne de compte. Suivant l'âge, la personne qu'on connaît. Non, pas nécessairement. Alors, souvent on me dit, oui, mais les mots sont compliqués, besoin de reconnaissance, machin, un petit enfant ne va pas comprendre. Alors, oui, l'enfant ne va pas comprendre le mot, mais c'est pas grave, on s'en fiche, puisqu'on a dit, il y a 7% de mots dans la communication. Ce que l'enfant va percevoir, c'est l'intention. Moi, l'être humain le plus jeune avec lequel j'ai pratiqué la CNV, c'est un bébé de 3 semaines. Et je l'ai pas fait exprès, en fait. Je rendais visite à des amis qui venaient d'avoir un petit garçon. Et alors, je vais vers le bébé. Et les parents venaient de me raconter qu'ils avaient quitté la chambre ils s'étaient installés dans la chambre de l'enfant pour des raisons X. Et alors, en blaguant, je dis au bébé, oh, et papa et maman sont venus dans ta chambre. Et dis donc, tu dois avoir besoin d'intimité, de ton espace, etc. Mais je le faisais vraiment pour rire, pour tester. Enfin, je pensais pas du tout. Et les yeux de ce bébé se sont agrandis. Donc, je sais pas du tout ce qu'il a perçu, mais c'est certain qu'il y a quelque chose qui est passé. Et c'est très amusant, c'est un peu anecdotique, mais les parents, là-dessus, le lendemain, m'ont appelé, m'ont dit, écoute, en voyant la réaction de notre petit garçon, on est retourné dans notre chambre. C'était vraiment comique, en fait. Ah ouais. Mais donc, il y avait un impact. C'est une certitude. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui est passé. Donc, ne vous préoccupez pas des mots. Même, il y a moyen de pratiquer. Déjà, on peut aussi, je disais tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire que la personne connaisse la communication non violente pour que moi je la pratique. Je peux donner de l'écoute à quelqu'un, être, comme on dit dans notre jargon, en empathie avec la personne. L'empathie, c'est un synonyme d'écoute. J'essaie de me mettre un peu dans les baskets de l'autre. Je peux très bien être en empathie avec quelqu'un sans rien dire et sans que la personne ne le sache. Dans ma tête, je suis en train de me dire, oh là là, il hurle, sans doute il est énervé parce qu'il a besoin justement de respect ou il a besoin de compréhension. Je n'ai rien dit. Mais l'énergie qui émane de moi, elle sera différente que si je suis en train de me dire, mais c'est qui ce fou qui va me trucider ou ça, c'est différent, ça passe. Donc c'est très subtil en fait. C'est pour ça que c'est un art de vivre et pas une technique. Les mots ne suffisent pas. Tout ce qu'il y a derrière, c'est vraiment notre attention. On va faire une petite pause musicale. La musique adoucit les mœurs. Donc on va se permettre de passer quelques notes de musique, toujours au choix de notre ami Christophe Maestro, quand vous voulez. Merci Sophie d'être avec nous dans cette émission Communication non violente. Dans la communication non violente, donc également appelée CNV, est-ce qu'il y a un public qui est particulièrement visible, ou c'est accessible à tout le monde, ou bien c'est spécifiquement pour des personnes ? Alors, moi, je travaille avec les êtres humains. Donc, c'est un public fort large. J'ai potentiellement presque 8 milliards de clients. Quelle chance j'ai. Mais ils viennent pas tous. Je préviens tous. Heureusement. Oui. Oh, j'en aurais juste quelques milliers, ce serait bien. Non, je travaille avec tous les êtres humains. Donc, ça veut dire quoi plus concrètement ? Je peux travailler aussi bien avec les familles. Alors, famille, ça peut être des couples qui ont des difficultés relationnelles et qui viennent en médiation pour améliorer la communication, etc. Ou en stage, juste pour s'offrir un moment pour leur couple. Je travaille aussi en médiation entre parents et enfants. Donc, on peut venir en famille pour des médiations. Mais je travaille aussi, j'offre des stages aux familles où on apprend les bases de la communication non violente en jouant. Parents et enfants mélangés à plusieurs familles. Ça, c'est très, très gai. Ce sont mes stages préférés. Il y a beaucoup de vie, beaucoup de spontanéité, de joie là-dedans. Alors, je travaille donc avec les familles, mais aussi avec les personnes qui sont, comme on dit, en cheminement pour mieux se comprendre, mieux se connaître, donc qui s'intéressent à ce qu'on appelle communément le développement personnel. Donc là, je propose toute une série de thématiques différentes et on peut retrouver les thèmes des stages sur le site donc communicationnonviolente.be. Le parcours en communication non violente démarre toujours par un stage d'introduction. Donc il y a 2 modules de 2 jours. Un module consacré justement à la relation à soi, où on apprend à se reconnecter à soi, à ses émotions, à ses besoins, etc. et à découvrir et intégrer le processus envers soi. Et puis 2 jours pour apprendre à se connecter à l'autre, à aller sur la montagne de l'autre et à se connecter à ce que l'autre vit plutôt qu'à ce qu'il pense. Mais je propose aussi des stages
par exemple, moi je suis passionnée par les chevaux depuis que je suis très jeune, et donc je co-anime avec Éric Bertrand, qui est entraîneur-instructeur en équitation éthologique et western, des stages où on utilise le cheval comme miroir de notre manière d'investir la relation. Donc là encore, on peut venir soit en famille avec les enfants à partir de l'âge de 8-9 ans, soit il y a des stages plus spécifiques d'approfondissement où on travaille des notions comme la confiance en soi, l'affirmation de soi ou le pouvoir de l'intention, justement, parce que le cheval est très, très révélateur de ça, de l'énergie qui nous habite. Il nous renvoie comme un miroir puissant et authentique ce qui transpire de nous. Alors vous dites on peut venir, si vous dites on peut venir, c'est qu'il y a un lieu. Où est ce lieu? Alors le lieu, j'ai une chance extraordinaire, j'habite, en tout cas moi je trouve, j'habite une ancienne ferme dans la région de Spa, sur la commune de Theux, un petit village qui s'appelle Larrey, et donc ça s'appelle la ferme du Bas-Noyard, et eh bien mon lieu de vie est aussi mon lieu de stage, donc c'est un endroit en pleine campagne, presque en bordure de forêt, on est entouré de champs et de forêts, et je suis d'ailleurs en train de le rénover. Enfin, il y a déjà les 2/3 du bâtiment qui sont entièrement rénovés, mais je suis en train d'ajouter une salle de cours et une salle de détente pour les stagiaires. Et donc, c'est vraiment un lieu fantastique pour se ressourcer, être en contact avec la nature et au calme et dans la paix. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir les stagiaires et aussi les touristes, parce qu'il y a des chambres d'hôtes, donc les stagiaires dorment sur place s'ils le souhaitent, mais il y a aussi des chambres d'hôtes disponibles pour les personnes qui veulent s'offrir un petit spécialement là, tout à fait, un petit week-end à la campagne ou pendant les francopholies, les courses de Francorchamps près de Spa, il y a voilà. Okay. Le lieu est magique pour ça. Alors, autre chose, on vient chez vous pour différentes thématiques, je suppose. Oui. Quelles sont vos thématiques de prédilection? Alors, c'est lié donc au public. Je disais, on peut venir pour de la médiation. Alors, soit en couple, entre parents-enfants, entre relations professionnelles ou non. On peut venir pour des... Alors, je travaille aussi, donc dans les publics, j'ai parlé des familles et des personnes en chemin, mais je travaille aussi énormément avec les organisations, les institutions, enfin, tout secteur confondu, que ce soit le secteur social, de la santé, les écoles, les entreprises, les institutions publiques. Et là, alors, je travaille plus sur tout ce qui est prévention et gestion des risques psychosociaux, c'est-à-dire la gestion des conflits, le harcèlement, la gestion du stress et du burn-out, l'amélioration de la communication, la gestion du temps et des priorités. Voilà, tout ça, on peut traiter. Là, c'est au sein de l'entreprise ou bien c'est tout? Alors, le plus souvent, c'est au sein de l'entreprise, mais je peux aussi accueillir les groupes à la maison, puisque j'ai ce lieu avec les salles de cours. Je peux aussi offrir des team building, notamment avec les chevaux. On travaille aussi sur la relation de leadership. Le cheval est très sensible à ça, la manière dont on se positionne en tant que leader dans une relation. Donc il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire, qu'on peut expérimenter et vivre avec la communication non violente et en alliant. Mais je vais souvent sur site, oui, dans les entreprises, je travaille avec les équipes sur site, ou bien alors s'ils veulent une mise au vert, c'est eux qui changent d'endroit et qui viennent chez moi ou ailleurs. On peut. Ça, en résidentiel éventuellement. Vous faites également une conférence dans pas très longtemps, on en a parlé la semaine passée, elle n'est pas encore passée, donc vous pouvez peut-être la rappeler? Oui, c'est le 13 mars, le vendredi 13 mars, à Coutouin, à la salle paroissiale de Coutouin. La thématique donc c'est « Je prends soin de moi, ça profite à tout le monde ». Et il est préférable quand même de réserver peut-être pour venir participer à assister à cette conférence. Et pour ça, vous pouvez contacter Madame Miette Laby au 085 71 23 50 ou 0479 31 72 23. Et vous pouvez aussi trouver toutes ces informations sur le site donc www.communicationnonviolente.be. Alors, Sophie Grosjean, il nous reste quelques minutes qui vous sont dédiées. C'est pour vous, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez encore quelque chose à dire par rapport à vos thématiques, par rapport à un projet de vie que vous avez, par rapport à quelque chose qui vous touche, par rapport à un élément, une observation ou quelque chose que vous avez vécu qui a été très fort, qui vous a permis de ceci, cela, une anecdote. J'en ai beaucoup. Il y a beaucoup d'anecdotes. Je crois que ce que peut-être j'ai envie de partager, c'est vraiment le rêve qui m'habite en fait. Je suis passionnée par mon métier. Je suis pas passionnée par beaucoup de choses moi en fait. Je peux fabriquer des confitures avec passion, mais mon métier me passionne particulièrement. Pourquoi? Parce que pour moi je contribue à co-créer et j'aime que les gens
m'entourent pour ça et contribuent à ça dans leur vie aussi, à co-créer un monde où chacun pourrait être, notamment, contribuer à ce que nos jeunes deviennent des adultes responsables et autonomes, et donc les éduquer non pas à savoir faire, mais aussi à savoir être, et éduquer à la responsabilité et à l'autonomie, c'est tout un programme. Mais aussi que je rêve aussi que en tant que parents et en tant qu'employés ou chefs d'entreprise, on puisse aussi être dans cette co-création, co-responsabilité, collaboration, tous ces petits mots, tous ces mots qui commencent par quelque chose, et donc de capitaliser sur l'intelligence collective des groupes et des familles, et maintenir les systèmes en équilibre et être, voilà, je rêve de contribuer à un monde où il fait plus agréable de vivre et à développer durablement les relations entre les humains. Je voudrais faire appel à votre mémoire et vous demander de nous donner envie de nous intéresser à cette communication non violente, et ne fût-ce que venir à votre conférence, au travers éventuellement d'une anecdote que vous avez pu vivre avec une personne qui a vraiment eu un changement dans sa vie grâce à à l'usage de cette communication non violente. Enfin, si vous avez une ou deux anecdotes d'un changement vraiment marquant d'une personne. Alors, il y en a un qui me vient. J'ai un ami qui au départ, je dirais, n'était vraiment pas... Sans me rencontrer, je crois qu'il ne se serait jamais intéressé à la communication non violente. Ça n'aurait pas été son truc. Ici, il est intéressé parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et alors, je lui explique un petit peu comment ça marche. Et puis, à un moment donné, je lui dis, voilà. Et alors, on termine par une demande. Et la demande, c'est demande de connexion. Et c'est notamment, on va dire, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Et on était en train de discuter. Et je lui dis, voilà. Et tu peux me dire, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Et il me répond, mais est-ce que je t'en pose, moi, des questions? Alors, on en a beaucoup ri, en fait. Il était très mal à l'aise avec la question, et c'est devenu la question qui fâche. Et bon, on s'est entendu régulièrement au téléphone, et alors, c'était devenu un peu la question qui fâche régulièrement. C'est lui qui me disait, et maintenant, la question qui fâche. Et au bout d'un an, à peu près, comme ça, de relation, il me dit, un jour, je me rends compte, je sens bien qu'il me pose la question, pas seulement pour rire, mais qu'il y a quelque chose de plus profond chez lui dans la question qu'il me pose. Et je lui dis, mais est-ce que je me trompe, ou est-ce que tu commences à voir le sens de cette question, que tu viens de me dire quelque chose et tu as vraiment envie de savoir en quoi ça m'a touchée, en fait. Est-ce que je suis fâchée ou triste, parce que je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, mais c'était un peu délicat. Et il m'a dit, oui, j'avoue que maintenant je vois vraiment le sens de la question. Au début, je me dis, mais avec quoi elle vient? C'est complètement débile comme question, on ne parle pas comme ça, et j'ai pas envie de savoir, et surtout pas envie de répondre. Et maintenant, et ça m'a vraiment profondément touchée, en fait, qu'il s'ouvre comme ça, alors qu'au départ, on aurait pu croire qu'il resterait fermé à tout jamais à ce type de manière de parler. Donc voilà, si jamais, pour ceux qui ont déjà fait un petit peu ou en m'entendant se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est vraiment oser mettre nos manières de communiquer et d'envisager les relations entre parenthèses, le temps d'une découverte. Voilà, c'est de s'ouvrir à la découverte et puis de voir après, est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas? Et quelle que soit la réponse, tout est bon. Sophie Grosjean, c'est vraiment gentil d'être venue nous retrouver pour parler de la communication non violente. On peut donc vous retrouver, j'aimerais bien que vous redonniez votre site. Oui, alors j'en ai deux, je suis gâtée. Il y en a un qui s'appelle, plus axé sur le milieu professionnel, c'est www.girasol.be, Girasol, ou www.communicationnonviolente.be, et là on trouve tout ce qui concerne la communication non violente et exclusivement la communication non violente.